Visual Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show est une présentation de la communauté .NET Montréal et de .NET Expertise. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une autre émission du Visual Studio Talk Show, le podcast où on discute de construction logicielle avec la plateforme .NET. Il se passe quelque chose, c'est pas Mario qui fait l'intro. Mon nom est Guy Barrette, je suis au PDC à Los Angeles. Mario Cardinal était supposé d'être aussi au PDC, mais a attrapé la saloperie de grippe H1N1, il n'est pas ici. Donc, écoutez, on salue Mario, on lui souhaite un prompt rétablissement. Je suis accompagné de deux amis qu'on revoit de conférence en conférence, que ce soit ici à Los Angeles ou même à Paris. Bruno Boucard, ça va bien? Ça va très bien. Oui. Grégory Renard, Rédo. Bonjour. Oui, ça va bien? Très bien. Oui, la dernière fois, on s'était vu au Summit, au MVP Summit? Au MVP Summit, puis dans l'Imagine Cup. Ouais. Voilà, ce genre d'événement, quoi. Ouais. Et la dernière fois, Bruno, qu'on s'est rencontré, je pense que c'est cet été, l'université Tout à du fait, SI. ouais. C'était l'université du SI avec Octo, où tu avais présenté ta vision du cloud. Ah ouais, Azure, une vision à haut niveau. C'est un aspect intéressant des conférences parce qu'il y a pas seulement là l'aspect une conférence, on s'assoit puis on écoute des conférenciers nous parler de ou nous vendre leur salade. Et aussi l'aspect il y a un aspect humain au niveau des conférences, c'est de rencontrer encore les gens qu'on aime bien, et ça me fait plaisir de vous revoir, messieurs. Bruno? Oui. Tu bosses sur Paris, donc t'es dans le domaine bancaire? Oui, je vais pas le cacher, je travaille pour la Société Générale. Enfin, je suis consultant pour la Société Générale, mais j'ai une telle expérience de la Société Générale que beaucoup de gens pensent que je suis... Tu fais partie des meubles, comme on dit. Voilà, puis ma femme est Société Générale. Donc voilà, je suis un peu lié à la Société Générale. Parfait. Grégory, t'es un des fondateurs de la société Wigwam. Tout à fait. Oui, on dit Wigwam ou Wigam? C'est Wigwam. Wigwam, voilà, parfait. Donc, oui, un des fondateurs, en tout cas parmi ceux qui ont imaginé un peu le concept et l'idée. Ouais, une société qui est basée en Belgique, mais qui rayonne. Non, la maison mère est basée en fait à Lille, en France. Ah, donc on ok. est actif en Belgique puisque les deux fondateurs sont belges. Mm-hmm. Donc forcément, ça facilite beaucoup, les choses. Hein. On ouvre maintenant un bureau sur Paris. Donc toujours positionné en tant que bureau d'études, en fait, et d'expertise sur les technologies Microsoft principalement. Donc objectif, orienté usage, bonne pratique, pour accompagner les clients Microsoft et les aider à aller facilement et rapidement sur les technologies. Et tu es RD. Et de faire les bons choix. Oui, absolument. Et tu es RD, donc Tout à Regional fait. Director. Donc, tu couvres quelle région? MVP depuis, je pense, je suis dans ma 8e année, en tout cas, je veux dire, de manière approximative. Donc dans les parties développement et Regional Director, donc pour ma 4e année. Donc je couvre la partie belge francophone et j'interviens sur le nord de la France de par notre, la localisation. La couverture, là. Avec un événement majeur qu'on organise dans le nord de la France. Et également intervention sur Paris et sur la Suisse au niveau francophone. Et le Luxembourg également. Donc on va dire un agenda qui est bien chargé. On a tendance à pas s'embêter en fait. Hein. Donc, aujourd'hui, on va parler de la PDC. La PDC, on peut peut-être commencer par expliquer qu'est-ce que c'est. La PDC, c'est un événement qui date depuis pas mal d'années chez Microsoft. Hein. L'objectif initial était de présenter les technologies à 3-4 ans, de manière à avoir un avis sur des spécialistes. Donc les gens qui sont présents normalement à la PDC sont des gens passionnés, plutôt gourous, enfin du moins dans leur domaine. Et en prenant leur feedback, s'assurer que les produits qui sortiront les prochaines années
sont intéressants, voire de les corriger d'ici leur sortie, Mhm. de manière à avoir une qualité de design et de produit satisfaisant. Contrairement à l'événement TechEd, qui lui normalement est annuel et présente plutôt les technologies courantes. Ouais. Voilà. Donc TechEd annuel, technologie courante. Donc ce qu'on peut utiliser finalement. On va là pour se former sur les technologies courantes, comment les utiliser en entreprise. PDC, Professional Developer Conference, c'était l'endroit où Microsoft annonçait des nouvelles plateformes, des changements importants. Tout à fait, l'OS, des grands produits, .NET, tout ça, ça a été annoncé dans le cadre de PDC. Ouais. Et normalement, la PDC, c'est une conférence qui est excitante, dans le sens où il y a énormément d'annonces, plein de choses intéressantes. Quand on va à la PDC, là, c'est je vais revenir avec plein d'informations qui seront pas peut-être utiles dans un mois, dans 2 mois, mais je vais avoir une vision d'où Microsoft s'en va, hein, Grégory? Ouais, mais tout à fait, c'est ce qui est très très important. Et d'ailleurs, exactement comme Bruno le disait il y a quelques instants, c'est un événement qui se passe tous les 2-3 ans. Et étrangement, l'année dernière, d'ailleurs, je l'avais relayé sur mon blog, mais c'était assez surprenant que Microsoft nous laisse entendre qu'il referait une PDC 1 an après. Donc la grosse question était de se dire, mais où sera la pertinence? C'est un petit peu le débat qu'on avait, hein, Bruno, Oui, tout à fait, quelques instants avant de commencer l'enregistrement, qui était de dire, bon, on va pas non plus être médisant, c'est pas une si mauvaise PDC que ça, mais il est clair que en définitive, dans toutes les PDC que j'ai eu la chance de faire, et Bruno avait exactement le même avis, c'est très certainement en fait la plus pauvre. Donc la QV 2009 est assez pauvre au niveau annonce, au niveau de la qualité peut-être. Moi, je dirais que toute la planète est en train de souffrir encore de la crise financière qu'on a connue. Mm-hmm. Et aux États-Unis, c'est marquant. Et aux États-Unis, ça a été encore plus marqué qu'en Europe. Donc, on va pas taper sur Microsoft. Déjà, avoir assuré une PDC alors que on sait que Microsoft était obligé de réduire ses effectifs, c'est déjà pas mal. Mais on peut quand même noter que quand ils ont pris la décision l'année dernière, comme le disait Grégory, de refaire une PDC 1 an plus tard, il y avait peut-être une réflexion à avoir. Parce que si moi je résume, finalement c'est la continuité d'Azure qui avait été annoncée l'année dernière. Silverlight, j'en parle plus parce que il y a des versions quasiment tous les 3 mois. Donc, je suis assez d'accord. Hein. Donc bon, voilà. Mais ceci dit, c'est une très belle version. Hein. Il y a rien à dire. Mais était-ce bien utile de faire une PDC pour ça? J'imagine que l'enjeu du cloud pour Microsoft est un enjeu très très important. Et que avoir pris cette décision l'année dernière était effectivement le moyen de s'assurer l'adhérence des développeurs qui sont dans la logique Microsoft des partenaires de choix pour l'adoption de ces technologies. Ça a toujours été le cas, les développeurs ont toujours été très choyés dans la logique Microsoft. Okay. Ce qui est vraiment intéressant à comprendre, c'est en tout cas mon sentiment au bout de ces 3 jours, c'est que cette PDC est une PDC en fait de confirmation grosso modo de tout ce qu'on a vu et entendu l'année dernière. On parle d'Azure, du moins mon focus étant principalement sur Azure. Il est clair qu'aujourd'hui ce qui a été annoncé et reconfirmé durant cette PDC nous permet maintenant d'avoir plus de confort pour prendre des décisions en termes d'architecture, en termes de vision, de stratégie, pour positionner Microsoft à même titre que d'autres majors du domaine en fait sur le marché. Bien que je pense également que Microsoft doit encore bien faire ses preuves en fait sur ces éléments-là, mais donne vraiment tous les indicateurs qui sont assez confortables et également pour le développeur, puisque aujourd'hui il faudrait constater que évoluer en tout cas d'applications traditionnelles, donc que ce soit des applications web ou des smart applications, les faire évoluer vers des stratégies cloud avec Azure devient quand même relativement aisé pour le développeur. OK. L'année dernière, en 2008, la grande annonce de la PDC, c'était vraiment Windows Azure. Hein. On était arrivé
à la PDC, on parlait de Windows 7 et on se retrouve avec le on-premises et le on the cloud. Ouais. Donc, qui était vraiment très intéressant de comprendre quel était maintenant ce revirement de stratégie, de repositionnement de Microsoft avec une volonté de se positionner face à des acteurs autres majeurs sur le domaine et quelles étaient les solutions que Microsoft apportait, qu'il fallait découvrir, Ouais. donc, sur lesquelles il a fallu aller très vite pour comprendre comment ça marcherait. Et parce qu'il faut pas oublier que notre job, aussi bien, du moins je pense que pour la majorité des personnes qui sont à la PDC, c'est comme le disait très bien Bruno, on est tous des passionnés, que ce soit aussi bien sur les parties développement, architecture ou même au niveau des décideurs qui participent également à cette Ouais, PDC. notre rôle fait en sorte que on doit savoir où Microsoft s'en va. Donc, ça aide à planifier Ouais. pour notre société, par exemple, si on travaille pour une société, ou pour nos clients. ou pour les clients. Donc, toi, t'en as fait un peu ton dada au niveau de cloud computing, Azure. T'as surveillé un petit peu qu'est-ce qui s'est passé en général et surtout du côté de Microsoft durant bien la sûr. dernière année. Bah, ici, sur l'année qui vient de se passer, il y a eu quand même pas mal de changements et d'évolutions, hein, au point que il devenait difficile de commencer à écrire des documents plutôt, je veux dire, plutôt périns, ou même de se lancer dans la rédaction d'un bouquin sur Azure. Puisque quand parce tu que les voyais les choses changements, changent, ça changeait énormément. C'est pour ça que j'ai préféré faire un livre blanc qui est téléchargeable en ligne sur le site en fait de Microsoft France au niveau MSDN. Et parce que je trouvais que c'était plus intéressant et plus intelligent que de se dire tiens, on va se lancer éventuellement dans même si c'est en fait un niveau 100 au niveau d'un overview, mais c'était quand même assez risqué et prouvé. Énormément de choses ont changé, y compris jusqu'à des détails qui sont non négligeables, hein, mais qui sont sur les stratégies en fait de prix, qui touchent moins à la technique. Ouais. Mais même sur les stratégies de prix, on a encore découvert ici durant la PDC un revirement dans la stratégie de tarification de Microsoft. OK. On va revenir à Azure. Bruno, toi, l'année dernière, on avait parlé en long et en large de parallélisme. Ça fait. C'est ton dada. C'est ma passion. C'est ta passion, exactement. Et il n'y a pas eu d'annonce importante à la PDC parce que les grandes lignes, les grands plans directeurs avaient déjà été annoncés. Donc ici, qu'est-ce que tu as appris à ce niveau-là? Sur le parallélisme, ça a confirmé des choix qui ont été faits maintenant il y a presque 3 ans. C'est-à-dire que les équipes Microsoft se sont dit que par rapport à la montée du nombre de cœurs dans les machines, il fallait s'en occuper et fabriquer des langages ou du moins des extensions qui permettraient d'en tirer parti. Il y a eu quand même au niveau des équipes des unifications, c'est-à-dire que les gens qui s'occupaient de la partie HPC et de la partie plutôt cliente font partie du même groupe aujourd'hui. HPC? C'est High Performance Computing. OK. Donc c'est plutôt côté serveur. Ouais. Alors qu'aujourd'hui les librairies qui sont proposées dans Visual Studio, on les démonte plus facilement sur un poste client. D'ailleurs, il y a beaucoup de questions de la part des gens qui découvrent cette offre en disant à quoi ça sert d'avoir des librairies qui permettent de paralyser autant si c'est pour tourner sur le poste client. Bon, ça effectivement, aujourd'hui, on peut être un peu sceptique. Maintenant, quand on regarde l'évolution que prévoit Intel ou les autres fondeurs, l'été prochain, on trouvera très facilement des portables 4 cœurs. Écoute Bruno, j'ai commandé un nouveau desktop chez Dell dernièrement, un Core i7. Oui, le NLM d'Intel. 4 cœurs, oui. Mais si je regarde dans les propriétés, ça me donne 8 processeurs exactement, au oui. total. C'est l'hyperthreading qui revient. Alors, c'est pas exactement la même chose qu'on avait sur les anciennes architectures. On a réellement une performance absolue avec cette nouvelle architecture. Il faut savoir que moi, dans mon entreprise, ou du moins pour l'entreprise pour qui je travaille en ce moment, il y a des benches qui ont été faits. L'architecture NALM est vraiment révolutionnaire sur les performances. Moi, je rêve d'avoir un portable à base d'I-Core 7 ou d'I-Core 5. Et ça s'en vient, là. Et ça va arriver. Ouais. Donc, pas beaucoup d'annonces ou de nouveautés à ce niveau-là, plutôt confirmation au niveau des technologies. Et puis,
ils ont mis en incubation quelques technologies qui sont très très intéressantes. Alors, il y en a une qui a été présentée aujourd'hui, qui est Axiom, qui est un peu la déclinaison de ce qu'on appelle la communication via agent ou role-based, qui permet effectivement de faire de la programmation parallèle assez simplement et d'avoir beaucoup de fiabilité dans son développement. Ce qui n'est pas forcément le cas dans des librairies qui permettent de manipuler des tâches avec un niveau de contrôle très très fin, où les problématiques de développement parallèle peuvent arriver assez rapidement. Ceci dit, il y a une autre technologie qui est en incubation, qui est la mémoire transactionnelle. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très intéressant, puisque ça permet aussi simplement d'adresser la problématique du partage d'état, qui reste en programmation parallèle quelque chose d'assez complexe. Donc, je dirais qu'on voit pousser des projets qui sont actuellement en incubation. Alors, ce que dit Microsoft, c'est que c'est de l'incubation, ça veut dire que c'est pas certain que ça sorte. Par contre, si ils reçoivent de la part des utilisateurs beaucoup de feedback intéressant, ils mettront ces produits dans le prochain Visual Studio. Et c'est un aspect qu'on voit souvent à la PDC, c'est-à-dire qu'il y a des produits... Microsoft faisait pas ça avant, il y a peut-être une dizaine d'années, mais maintenant, Microsoft dévoile très, très, très tôt des projets vraiment incubateurs là, qui... c'est pas nécessairement un produit qui est planifié, mais voici une idée. Il y a une équipe qui travaille là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez, cher client? Donnez-nous un peu de feedback et tout ça. Puis des fois, il y a des produits qui sont bonifiés. C'est une démarche très très intéressante. Alors, je sais qu'il y a eu un podcast qui parlait d'ALM tout à l'heure. Moi, je suis un ex-passionné d'Agile. Donc, être capable de présenter très rapidement au client un prototype et avoir son feedback en disant ça te plaît, le client dit c'est pas exactement ce que j'attendais. Ça permet au final d'avoir quelque chose qui est plutôt bien. On a vu parfois des produits sortir chez Microsoft et c'était une déconvenue auprès des clients au moment de la sortie. En faisant ça, on est à peu près assuré que le produit conviendra. Donc, moi, je salue un peu cette démarche qui permet à tout un chacun de télécharger, de comprendre, de renvoyer aux équipes de développement des avis, des critiques positives comme des critiques négatives, de manière à ce qu'elles puissent ajuster le produit avant sa sortie. Et Grégory, c'est un peu ce qui est arrivé avec Azure, parce que il y a une année, Microsoft a annoncé un modèle on s'est aperçu qui convenait pas à la majorité des sociétés, où il y a beaucoup de sociétés qui ont réclamé d'autres choses en disant à Microsoft, si c'est votre modèle, ça sera pas utilisable pour telle ou telle raison. Donc, ce qu'on a vu à la PDC 2009, c'est une évolution de l'offre Azure. Ouais, mais tout à fait. Je peux que confirmer ce que Bruno expliquait. C'est une stratégie qui est intelligente de la part de Microsoft. C'est une stratégie qui est utilisée par d'autres majors également, comme Google, qui expose de manière très claire l'ensemble de ses produits bêta très vite, même parfois trop vite à mon goût. Parce que après il y a une autre problématique, c'est qu'il faut pas oublier que nous on est des indépendants, on est du moins en fait des travailleurs autonomes, je pense, comme on le dit en fait chez vous, on est des petites entreprises. Et, vous dites freelance. Et voilà, en fait tu peux utiliser le terme freelance, et donc qui demande également parfois des investissements, et c'est un peu dommage parce que quand tu as ces directions, il faut vraiment réussir à notre niveau à faire un bon tri. Et effectivement, sur Azure, on a eu, comme je te le disais tout à l'heure, une année de chamboulement, en tout cas de repositionnement. On parlera par exemple de SQL Azure qui a complètement en fait revu son mode de fonctionnement, son mode de position, des services qui apparaissent également ici, par exemple avec Dallas, des services qui disparaissent. On se souvient l'année dernière, on avait parlé également de la brique live qui a eu tendance en fait à s'effacer mais complètement. Ouais, absolument. Donc c'est dommage parce que je pense qu'elle avait une pérennité sur le modèle un peu réseaux sociaux, ce genre de choses. Non pas forcément en entreprise, mais plus dans des modèles qui sont quand même très intéressants, des modèles communautaires, je veux dire de sites qui peuvent être créés assez rapidement, assez facilement. Parlons peut-être d'un irritant au niveau d'Azure. C'est-à-dire que Azure est en fait une série de centres de données, data center pour pas le nommer. Ouais. Et en entreprise, on retrouve encore ces centres de données-là. Donc chaque entreprise a un centre de données qui varie au niveau des tailles.
Un irritant était que on pouvait pas finalement connecter ces centres de données-là. Donc, le centre de données de l'entreprise et celui d'Azure. Microsoft a annoncé quelque chose qui comble ce besoin-là. Ah, tu parles de Sydney. Et de Sydney, tout à fait. Ouais. Bah, c'est un peu... allez, je veux dire, je me souviens de sessions de Microsoft en France sur Azure, et où la question se posait, mais on parle de software plus services. Et qu'est-ce qui se trouve grosso modo entre les deux? C'est-à-dire que j'ai mon data center entreprise, et j'ai data center cloud, en fait, type Microsoft, et qu'est-ce qui va se trouver entre les deux? Comment je vais relier l'ensemble de ces éléments? C'est une forme de réponse, en fait, qui a été apportée par Microsoft pour créer un bridge entre ces éléments, ces approches. Alors donc, après, ça peut avec, faciliter, par exemple, l'authentification. Ouais, bah voilà, entre autres. Hein. Donc, et avec des outils qui sont très intéressants pour la synchronisation également de vos bases de données telles que SQL Azure parce qu'après on a une problématique. Hein. Si tu pousses ta base de données sur Azure, donc déjà la pousser sur Azure, waouh. Voilà, ça c'est déjà. Je pense que Bruno va acquiescer, mais oui, non, mais bon. Après, bon, la démarche de mettre ces données à l'extérieur, il y a certaines entreprises. C'est impossible, ou même par la loi. Par la loi, enfin, il y a plein de questions. Mm-hmm. Imaginons, par exemple, que je mette des données qui soient un petit peu contrôlées par des règles d'État, qui m'imposent que mes données soient en France. Ouais. Dans ce cas-là, le data center ne doit jamais migrer dans un pays qui n'est pas sous la direction française. Et présentement, il n'y a pas de data center Azure en France, ou il n'y en a pas, par exemple, au Canada. Par exemple. Donc là, il y a des questions qui se posent, dans la mesure où si on veut faire du failover, on pourrait imaginer avoir des sites différents avec recopie des machines virtuelles qui composent le back-end d'Azure. Faut se poser des questions comme ça, puisque on touche à l'élément central des entreprises, c'est-à-dire leurs données. Ouais, donc bon, c'est quelque chose avec Azure où il y aura, à mon avis, des réflexions, des évolutions. Absolument. Puis, il y a pas qu'Azure, hein, on l'évoquait tout à l'heure avec Grégory. C'est quand même cette offre de cloud, elle est quand même très très récente. Hein. Une chose apparaît malgré tout avec la crise qu'on traverse, ça semble être une opportunité aussi pour réduire ses coûts. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les entreprises qui sont touchées par la crise, et la plupart, se posent des questions à réduire leurs coûts d'infrastructure. Et le cloud peut être une réponse. Ouais, absolument. Que ce soit les entreprises ou même actuellement, je travaille sur quelques projets Azure, donc sous forme de prototype, mais on pourra parler également des startups, des jeunes entreprises qui démarrent, qui veulent pouvoir en fait maîtriser leurs coûts. Ce que je disais tout à l'heure, hein, dans le fait d'avoir un bon management en fait de l'ensemble des coûts associés à la stratégie, puis également on a travaillé sur un prototype pour un grand groupe international où l'objectif était de pouvoir déployer rapidement toute une série de serveurs en batterie pour des campagnes publicitaires, ce genre d'éléments au travers du marketing, et qui demandait d'avoir un frontal qui réponde au niveau international. Et puis t'as des sites qui leur durée de vie est très court, 2 mois, 1 mois même, énormément de trafic durant cette période-là, Tout mais à après fait. ça, pouf, la promotion tombe. Tout à fait. Donc dans ce cas-là, je pense que la stratégie cloud est assez pertinente. Ouais. Moi, en tout cas, j'aurais pas tendance à pousser une entreprise, quelle qu'elle soit, sur du full cloud. Ouais. Voilà. Mais c'est intéressant parce qu'avec Sydney, avec on parle de bridge là, c'est l'interconnexion là entre ces centres de données là. On pourrait par exemple retrouver l'application web sur les serveurs à Azure qui est la base de données en entreprise. Mais complètement. En plus. C'est ce qui était impossible avant. C'est là. pas très compliqué. Tu utilises en plus la couche qui est .NET Services, qui pourra faire ton système de bus entre les deux, et tu pourras aller même très loin dans la démarche. Tu peux envisager de carrément pinguer tout ce qui seront du moins l'ensemble des événements sur ton frontal, pour même engendrer des systèmes de facturation derrière dans ton back office, et venir puiser tes données directement dans ton propre data center, quoi. Okay. Un autre nom de code qui a été annoncé, c'est Dallas. Oui, tout à fait. Donc Dallas s'inscrit dans la stratégie qui est Pinpoint, hein. Donc qui est une plateforme Pinpoint. en fait, voilà, qui est une plateforme qui expose l'ensemble des services, donc exposés sur le web au travers du moins service, et qui devient une forme de marketplace. D'ailleurs, on a vu apparaître l'onglet marketplace dans le back office de Azure.
du moins de manière officielle. Et tu as Dallas en fait qui est une forme d'agrégation de l'ensemble des services de data qui vont être disponibles en fait en consommation directement au travers de stratégies cloud. Donc, c'est des grandes bases de données Oui. qui vont être disponibles pour consommation. Tout à fait. D'ailleurs, Donc, la par NASA des était là dans le applications. keynote pour faire une démo par rapport à... Donc, Microsoft a mis dans Dallas, Pinpoint, Azure, bon, on en perd un peu son latin, là, mais a mis les données de Rover, maintenant qui sont disponibles, et puis on peut faire des recherches d'agrégation de données là-dessus. Ouais, bien sûr. En fait, tu pourras consommer, les utiliser dans tes propres applications, les consommer, les agréger, en faire en définitive ce que tu pourras en faire en fonction du type de données qui t'est exposé. Et il y a des données qui vont être disponibles gratuitement. J'imagine les données offertes par les gouvernements. Après, c'est le propre d'un marketplace. Ouais. Donc, c'est-à-dire que, à mon avis, tu auras comme dans les autres marketplaces des éléments qui vont être gratuits et d'autres qui vont être payants. Et d'ailleurs, c'est un modèle qui apparaît de plus en plus. Regarde, du moins des sociétés qui ont ouvert, en tout cas, sur ce mode de vente, tel que Apple avec l'iPhone ou Google avec son Gphone. Microsoft arrive également avec une forme de marketplace, même s'il est un peu différente. Hein, c'est pas la même approche d'ailleurs. Quand tu vois Pinpoint, c'est à se poser la question de se dire pourquoi Google l'avait pas fait avant, alors que c'est plus leur métier en définitive, quoi. Ouais, parce qu'on pourrait penser par exemple au gouvernement qui mettrait des données le mot anglais, là, j'ai en tête c'est census, là, des données au niveau de la population. On pourrait créer des applications qui vont aller chercher de l'information à ce niveau-là pour présenter aux utilisateurs. Donc il y a toutes sortes de possibilités. C'est vraiment de l'extension. En fait, Microsoft apporte vraiment les choses en disant le cloud, c'est pas seulement le fait de déporter vos applications sur le cloud, c'est une capacité d'enrichir vos applications avec ce qui va être disponible sur le cloud. Donc tu peux envisager des mixités de scénarios relativement en fait évolués pour évoluer vers des formes de global data Ouais. ou de global brain à terme, quoi. Donc, ça va être intéressant à voir l'évolution de cet aspect-là. Une autre chose qui a été annoncée, c'est un peu l'ouverture d'Azure sur autre chose que du Microsoft. Ah, tu veux parler de PHP, Java, Absolument. ce genre d'éléments-là. Oui, de toute Il y a eu façon. une grande annonce, Voilà. WordPress. Ouais, voilà. Mais tout à fait. Donc, le fait que WordPress était porté maintenant sur la plateforme Azure. Mhm. Donc, WordPress qui est écrit en PHP, tout à fait. qui roule sur MySQL. Oui, exactement. Donc, qui est porté maintenant sur la plateforme Azure. C'était, pour moi, un prérequis. S'ils veulent aller plus loin, c'est absolument pas possible qu'ils restent sur leur propre technologie. Donc, il faut faire quand même, à un moment donné, une scission entre le métier du hosting et le métier du développement. Et comme le disait très bien Bruno tout à l'heure, c'est vrai que Microsoft est plutôt à vocation initiale vers le monde du développeur. Mhm. Donc, et le développeur forcément sur sa propre en fait technologie. Donc, il fallait, à mon avis, à un moment donné, que Microsoft s'ouvre aux autres technologies telles que PHP ou telles que Java et permettre en fait à ces développeurs d'évoluer également vers la plateforme du moins vers la plateforme Azure. Est-ce que Azure devient maintenant une espèce de super hoster? Moi, je pense qu'Azure, tel qu'il a été présenté, c'est un peu la déclinaison de tout ce qu'on connaît actuellement sur la plateforme Windows, mais en déporté. C'est bien ce que les keynotes nous ont montré, c'est-à-dire que c'est Windows Azure. Et si c'est Windows Azure, je vais retrouver tous les services que j'avais auparavant sur ma plateforme Windows, mais cette fois-ci dans le monde Azure. Donc, quelque part, au fil du temps, on aura une certaine transparence entre ce qu'on utilise parfois sur ses propres serveurs et puis ce qu'on mettra sur Azure. Il n'y aura pas forcément de problématique. Ce sera simplement la virtualisation des données qu'on a ou des applications qu'on a dans son entreprise. Éventuellement, Azure va devenir une extension de notre centre de données. Bien sûr. Donc, mais complètement. Moi, j'aime bien ta vision, Bruno. C'est exactement ça. Il faudra préserver, et ça va même être intéressant pour des sociétés, hein, parce que pourquoi pas même recycler en définitive leur data center et les spécialiser dans la gestion de leurs données pour éviter éventuellement de remettre des coûts plus importants ou de devoir les redimensionner et d'exporter éventuellement tout ce qui est traitement et tout ce qui est du moins frontal plutôt vers le cloud.
Ouais, parce que l'année dernière, bon, après les annonces d'Azure, j'étais vraiment excité. Là. Oh wow, on va porter nos applications. Ma vision, c'était de dire, les sociétés vont prendre les applications legacy, donc qui sont utilisées quelques fois durant l'année, par exemple. Qui demandent de gérer des ressources matérielles présentement, puis bon, c'est plus de tracas qu'autre chose. Donc, les sociétés pourraient prendre ces applications-là puis les installer, par exemple, sur Azure, mais c'est impossible. C'était impossible à faire. Ouais. Mais là, il y a eu une annonce. Hein. Alors, il n'y a pas eu de date, hein. Mais le rôle VM, il a été annoncé. Moi, j'ai pas entendu de date. Et comme je suis un ex-Microsoft, j'ai quand même demandé. Pour l'instant... Attention aux informations que tu relayes. Voilà. On ne sait pas. Voilà. Mais le rôle VM, c'est durant la keynote, ce que j'ai compris de ce qu'ils ont expliqué, c'est que on va pouvoir prendre leur VM de base, donc qui contient tous les services nécessaires pour que Azure fonctionne, mais qui est un Windows serveur. Et qu'on va pouvoir installer nos propres applications. Bah moi, je pense que la problématique de la version proposée l'année dernière, elle était un peu pénalisante par rapport aux entreprises qui possédaient ce qu'on appelle un legacy, c'est-à-dire un socle logiciel parfois vieux de plusieurs années, se trouvant pris au dépourvu de par l'architecture qu'imposait Azure vis-à-vis de l'accès aux données, la manière de l'utiliser, alors que finalement il y a certaines entreprises qui auraient apprécié d'utiliser Azure comme un moyen d'hoster ce legacy. Ce qu'on peut faire facilement avec Amazon. Exactement. Donc les services qu'Amazon offre peuvent répondre à ce besoin-là. Azure, c'était absolument impossible. Ben, c'est aussi pour ça que tu as ce phénomène de convergence, à mon avis. Hein, encore une fois, on revient sur ce que Bruno disait tout à l'heure, c'est cette capacité de montrer rapidement leurs produits, d'avoir le feedback client. De toute façon, on l'a vu sur l'année qui passait. Par rapport à Azure, ils ont eu quand même des gros changements, des gros repositionnements. Oui, absolument. Et c'est vraiment cette capacité de pouvoir rebondir et dire comment on va être les plus performants sur le marché du cloud. C'est le nouveau Microsoft, dans le sens où Microsoft sauve rapidement, expose rapidement leur vision, puis ils ont une capacité maintenant, ce qu'ils faisaient pas du tout avant, là, mais ils ont une capacité maintenant on dit en bon québécois à virer sur un 30 sous, là, à changer ou s'adapter rapidement. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais je pense qu'il y a eu chez Microsoft pas mal de restructuration dans la manière de faire les projets et aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont adopté des méthodes agiles, c'est-à-dire que ils ont un set de features, de caractéristiques qui a été défini au départ. Ils essayent de les planifier, mais ils les délivrent au fil de l'eau. Ils les montrent, ça ne convient pas, ça engendre d'autres demandes. On réadapte, on rebuild, on refait, on présente pour obtenir finalement quelque chose qui paraît réalisable. Donc à ce moment-là, on va shipper une version. Mais en fait, dans le process de développement, ça va continuer. C'est juste une photo d'une version qui semble acceptable, fiable, mais qui n'est pas forcément terminée. Ouais. Donc je dirais que ce mode-là, c'est le mode le plus intéressant dans le mode du développement. Ça permet d'avoir un soft vivant qui s'adapte au fil de l'eau aux demandes des gens. Mais il faut bien comprendre ce modèle-là. En même temps, hein, je veux dire, c'est ce qui est aussi très agréable, hein, parce que on se rapproche, je vais pas dire du sur-mesure, mais c'est le marché qui définit un petit peu le marché, du moins en tout cas le produit qui. Oui, par contre, on peut les gens qui comprennent pas que Microsoft est dans ce mode-là. Des fois, ça peut leur faire peur parce que il a annoncé quelque chose il y a un an. Maintenant, c'est plus tout à fait la même chose. Alors, en fait, je dirais que ce qui peut paraître un peu étrange quand on ne connaît pas ce principe-là, c'est déjà de savoir que la prochaine version de Windows est déjà définie, la prochaine version de Visual Studio, pas la 10, mais la 12 est déjà définie. Donc, ce ne sont que des jalons
qui sont projetés dans le temps et qui donnent finalement aux équipes de développement des dates, mais qui ne correspondent pas à la fin d'un objectif, mais plutôt d'un set de fonctionnalités qui sera réalisé pour la version. Et si d'ailleurs une caractéristique n'est pas présente parce qu'on n'a pas eu le temps de la faire, elle n'y sera pas, mais on va quand même shipper le produit. Ouais, absolument. On a parlé beaucoup d'Azure à date. Est-ce qu'il y a d'autres choses, Grégory, que tu veux mentionner? Il y a un peu la fabrique du moins dont on peut parler quelques instants. La fabrique? La App Fabric, oui, qui est, je pense, un regroupement de deux technologies qui avaient déjà été annoncées. Oui, qui parle en fait de Dublin. Dublin, oui. Et de Velocity, en fait. Donc, si rapidement, Dublin, comment on peut le caractériser? Oh là, donc Dublin, comment on peut le caractériser? C'est une bonne question parce que c'est un peu moins en fait ma spécialité par rapport à ça. Ouais, est-ce qu'on peut dire que Dublin c'est un moteur pour faire tourner nos services? Ouais, voilà. Ouais, rapidement, c'est un peu large là, mais c'est un petit peu comme ça. Vélocité. Mais en fait, on évolue du .NET Services vers la fabrique de manière globale, quoi. Ouais. Et Vélocité, quand on peut le caractériser de quelle façon? Vélocité, plutôt sur la gestion, si je me souviens bien, gestion du cache en masse ou. Ouais, mémoire sur le serveur. Voilà, c'est ça. Donc avec quand même des features très intéressantes pour des applications à volume en fait plus conséquent. Ce qu'on a parlé sur Azure, il y a une partie qui va être disponible. Les gens vont pouvoir, ou les sociétés vont pouvoir développer et déployer des applications. La mécanique de facturation va être en place à partir de janvier. En fait, ce qui est intéressant à noter quand même, c'est que si je me souviens bien, ils ont précisé que donc vers janvier, c'était création de compte avec carte de crédit, mais qu'ils commenceraient la facturation à partir de février. Ouais. Donc voilà, si on veut, je pense que je l'ai relayé assez. Encore une fois, je pense que nous trois, on est tous sous NDA avec Microsoft, donc il y a des choses qu'on peut pas se permettre de relayer de manière explicite. Et j'avais bien précisé qu'il valait mieux bien créer des comptes avant la PDC pour pouvoir faire des tests, des prototypes, ce genre de choses. Et donc il faut encore encourager les gens à créer des comptes sur Azure, que ce soit des ISV, des startups ou des. Mais je pense que pour nos pays, c'est le lancement plus ou moins en fait en février. Ouais, quoi, grosso modo. En tout cas pour les parties qui sont francophones, quoi. Ouais, absolument. Si on parlait du deuxième volet important d'annonce à la PDC, donc il y en a un qui est vraiment Azure. Deuxième volet, Silverlight. Silverlight 4 a été annoncé. Tout à fait. Donc Silverlight 4 a été annoncé avec une vision qui est intéressante, qui est plutôt orientée business application. Donc c'est-à-dire avec toute une série de nouveautés en fait qui sont présentes, qui sont excessivement nombreuses. Vous les retrouverez en grande partie sur mon blog. Donc très rapidement, en fait l'intégration du printing, le Rich Text Box dont on a eu l'impression donc on peut à partir de preview. En fait, si on regarde Silverlight 4 aujourd'hui, c'est un peu comme si Microsoft, du moins, là je donne mon avis plutôt en mode off, mais c'est un peu comme si Microsoft préparait toutes les features qui lui permettaient à terme de lancer sa gamme de produits dans une vraie stratégie en fait pure online. Tu te souviens l'année dernière, d'ailleurs j'étais un peu déçu ici cette année de pas le revoir, il nous avait fait une belle démonstration de OneNote, de Word et Excel en offline et online, donc qui permettait de justifier complètement la notion de software plus services. On sait que ceci apportait quelques limitations. Oui, et lors de la keynote de Ray Ozzie, qui est l'architecte principal chez Microsoft, qui remplace Monsieur Gates. Oui, tout à fait. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il a mentionné à plusieurs reprises que Silverlight, c'est le client Windows. Silverlight, c'est le client Windows. C'est IE8, tu veux dire. Oui, IE9. Non, en fait, moi, ce que j'ai compris, c'est que en observant cette nouvelle offre, j'ai pensé tout de suite à le grand concurrent Google et Android. C'est-à-dire que ce que Google veut faire, c'est d'avoir un système d'exploitation dans un browser. Offrir finalement toutes les fonctionnalités qu'on peut avoir habituellement sur le bureau, mais cette fois-ci dans le browser. Ouais. Qu'est-ce qu'on voit dans Silverlight 4 ? Quasiment tout ce qu'on fait sur le bureau, mais dans le browser. Ouais. Donc quelque part, c'est à mon avis une réponse à ce que
pourrait être le concurrent d'Android, compte tenu que Android a déjà été annoncé. C'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai répété souvent au cours des derniers mois à plein de gens qui voulaient bien m'entendre que ce qu'on est en train de voir, par exemple avec Chrome, le furteur, c'est pas une bataille de furteur, c'est une bataille de runtime applicatif. Tout à fait, c'est exactement Clairement. Ça. Chrome est le runtime applicatif futur là des technologies de Google et Silverlight l'est pour Microsoft. Donc, en fait, si on revenait un petit peu aux nouveautés annoncées, Grégory. Oui, voilà. Donc après, je peux que acquiescer ce que vous venez de raconter. Je suis complètement en phase avec vous. Sur Silverlight 4, disons que je te donne une liste très rapidement. Hein. Sur les médias, t'as la partie webcam et microphone intégrés. Qui avait des belles démos qui ont été faites. Oui. Et il y avait beaucoup de demandes parce que c'est Flash là tout à fait. Depuis longtemps. Quand tu regardes aujourd'hui au niveau de Flash, tout ça est géré depuis très longtemps. Donc il est clair que sur des développements d'applications web, c'était un peu limitatif en fait ce genre de fonctionnalité. Le multicache, la gestion en fait des DRM avec les DRM offline. Ce qui est important pour beaucoup de sociétés qui gèrent les médias, servent de Silverlight pour par exemple pour la vidéo. Tout à fait. Donc on parlait il y a quelques instants du printing et par exemple du Rich en fait et Textbox pour lequel on a eu une belle démo avec toute une série de fonctionnalités qu'on connaît habituellement en offline et qui apparaît complètement sur le mode en définitive online avec du Silverlight. Donc tout ce qui est gestion du moins en fait du clipboard, le clic droit, ce genre de choses, les styles implicites, le drag and drop, etc. Donc le support pour aussi les langues, on appelle ça BD là, l'hébreu et l'arabe. Tout à fait. Ouais. Ça c'était vraiment très bien. D'ailleurs avec une belle démo à ce niveau-là. C'est l'ambition, avoir une espèce de plateforme d'exécution graphique, portable, multilingue, ayant des capacités business. On l'a vu, on a des contrôles riches. On a même pas assisté parce que ça n'a pas bien marché, mais la capacité de voir ça sur iPhone. Sur iPhone, tout à fait. Ce qui n'est pas le cas avec Flash encore. Après, je pense que si ça n'a pas marché, c'était plus une problématique de bande passante que réellement applicative. Et d'ailleurs, c'était quand on parlait de la PDC un peu pauvre, c'était une des pauvretés. Et c'était dur parce que moi, j'ai trouvé qu'ils ont sorti beaucoup d'iPhone. Ils ont sorti beaucoup d'iPhone, mais on avait une bande passante au niveau de la PDC qui était assez difficile, je trouvais, par rapport. Oui, habituellement, il y a toute une série d'ordinateurs qui sont disponibles pour les personnes qui assistent, pour qu'ils puissent prendre leur courriel et tout ça. Maintenant, plus d'ordinateurs, tout est par Wi-Fi. Une chose qui m'a surpris, c'est l'aspect offline qui a été annoncé au niveau de Silverlight. Je m'attendais pas du tout à ça. Il y a quand même des questions à se poser, par rapport à d'autres technologies également, par exemple comme WPF. Et de se dire quel sera en définitive l'avenir de WPF quand tu vois tout ce qu'ils nous ont annoncé également aussi et ce qu'ils appellent dans le beyond the web, quoi. C'est-à-dire dans qu'est-ce qui va se passer en dehors du browser, en offline. Donc, ce qui m'a surpris, c'est les annonces que Microsoft a fait au niveau du mode une Trusted App, je pense. Ouais, tout à fait. C'est avec le mode offline qu'on a découvert l'année dernière sur Silverlight 3. Donc, donc tu sors du browser. C'est ça. En fait, tu viens directement en Silverlight sur ton bureau. Et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, la question est de se poser la question de l'avenir de WPF, ou plutôt de se dire, tiens, on va avoir à terme une convergence entre les deux technologies pour n'être plus que une forme de Silverlight améliorée avec toutes ces fonctionnalités qui apparaissent parce que qu'est-ce qu'on peut faire maintenant en mode Trusted? Tu peux accéder à plein de choses, Regarde sur la liste qu'on a eue là, c'était accéder par exemple à ton fichier système. Du moins, ça accéder à l'ensemble de tes fichiers. Ce qui est impossible de le faire en mode furteur. Ce qui était très sympathique également, le drag and drop direct entre ton offline et directement ton application en fait en Silverlight qui est out of browser. Donc c'est vraiment, tu as le full screen au niveau keyboard, l'accès à l'ensemble de tes devices. Donc tu plugs directement ton device externe et tu accèdes depuis ton application
Par exemple, je pourrais brancher une carte de mémoire, puis avoir accès, le détecter, puis avoir accès aux photos qu'il y a sur la carte de mémoire. Bah c'est exactement ce qu'il y a. Du moins, si vous avez regardé le keynote, c'est grosso modo la démo qui nous a été faite, quoi. Ouais. Donc également avec des éléments tels que le support du Com Automotion, etc., etc. Là, c'est surprenant. Là, ça veut dire que avec Silverlight en mode trusted. Et ça, par contre, tu dois cocher. Hein. Donc quand hein. tu passes, voilà, c'est ça aussi. Attention, hein. Ne tombons pas dans l'effet pervers non plus. L'utilisateur reste maître de ce qui se passe en fait. Il doit accepter que l'application roule en mode trusted. Tout à fait. C'est-à-dire que lorsque tu vas dire OK, je passe en mode offline, eh bien tu as non plus un paramètre mais un deuxième qui t'est demandé est-ce que vous acceptez de du moins voilà de donner êtes-vous sûr d'être certain? Et est-ce que vous êtes sûr d'être certain de vouloir donner accès? Absolument. Et tu mentionnais le com interrupt, donc on peut utiliser com à partir de notre application Silverlight. L'exemple qu'ils ont démontré, c'était l'accès à Excel. Ouais, mais tout à fait, avec copier-coller directement et accéder à l'ensemble de tes éléments, réexploiter Excel directement dans ton Silverlight, quoi. Donc, messieurs, comme on le fait en mode offline dans du WPF par exemple, quoi. Ouais. Donc, justement, tu parles de WPF. Je vous pose la question, messieurs. Maintenant que Silverlight a de plus en plus de fonctionnalités offline qui ressemblent énormément à WPF. Mon Dieu, qu'est-ce qui sépare ces technologies-là maintenant? Plus grand-chose parce que maintenant ils partagent même le framework. Donc, à mon avis, la différence est de plus en plus mince. Il y a quelques fonctionnalités qui, à mon avis, n'apparaîtront pas. Et encore, je suis même pas sûr que d'ici les prochaines versions, il n'y ait pas une unification vraiment totale. Donc, aujourd'hui, ce qui paraît évident, du moins moi, ce qui m'a réellement, on va dire, marqué, c'est, je me dis, mais le web. Et je sais que vous avez eu un podcast où Mario disait à un moment donné, mais finalement, si Microsoft ne va plus tellement investir dans les technologies classiques du web, c'est parce qu'il parie sur Silverlight. Alors, je ne veux pas dire que les sites classiques qu'on connaît vont disparaître, hein, mais j'ai tendance à croire qu'il y a beaucoup de sites d'ici les 5 prochaines années qui vont utiliser Silverlight comme étant le moyen d'exprimer leur volonté d'afficher du business ou même des sites marchands. Ce sera plus pratique, il y aura moins d'erreurs. On sait que dans le web classique, il y a parfois, quand il y a des problèmes de connexion, etc., des situations un peu ambiguës sur ce qui s'est réellement passé. Avec Silverlight, ce sera beaucoup plus simple de maîtriser ce genre de choses. Et puis, c'est de la programmation .NET, c'est plus simple à tester. Il y a beaucoup d'éléments positifs qui laissent à penser que finalement, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à la mort du web? Je ne sais pas, mais en tout cas, on peut se poser la question. Ou une certaine partie du web. En fait, il y a des choses, c'est intéressant ce que tu mentionnes, il y a des choses qui sont peut-être difficiles à faire présentement qui vont éventuellement être plus faciles à faire avec des technologies comme Silverlight, puis on va peut-être voir un... Mais même dans ce sens-là, je peux qu'encourager les gens qui écoutent ce podcast d'aller sur le site de Silverlight. Et j'ai cru comprendre des équipes que les applications démo qui ont été utilisées seront bientôt disponibles. Ouais. Du moins, ils ont dit dans quelques semaines, ils m'ont laissé entendre, puisque j'étais allé voir pour les harceler et leur demander typiquement si je pouvais accéder à l'application sur Facebook, en fait, qu'ils ont réalisé, qui intègre des keynotes. Voilà, qui intègre énormément des nouvelles en fait fonctionnalités disponibles dans S7.4 et qui est vraiment très intéressant, qui au-delà de tout ça apporte des nouveaux usages. Voilà. Tu apportes complètement des nouveaux usages sur ce type d'application de manière typique et surtout quand tu peux les déporter en dehors du browser avec les fonctionnalités qui avaient déjà été présentées sur SL3. Oui, absolument. Et on a eu aussi des démos aussi avec le code barre qui était assez sympa. Ouais, et puis il y a une autre application qui a été démontrée aussi dans les sessions et durant les keynotes. Mais c'est un vrai collage, hein. Je veux dire, c'est très important, surtout quand tu travailles dans des aspects un peu early adopter, de pas seulement fonctionner par propre expérience et de faire soi-même ses propres erreurs, mais plutôt regarder
comment d'autres ont travaillé. Et d'autant plus quand ce sont des personnes qui sont à côté des équipes qui ont conçu les nouvelles versions en fait des technologies. Absolument. Ouais, non, c'est très intéressant comme on l'a eu tout au début de ASP.NET ou .NET avec les starter kits et ce genre de choses, quoi. Donc, si on résume la QV 2009 de la PDC, est-ce que c'est un petit peu simpliste de dire que c'était Azure et Silverlight 4? Alors, c'est ce que Microsoft a présenté dans les keynotes. Maintenant, il y a eu beaucoup de sessions qui traitaient de sujets qui n'étaient pas dans les keynotes. Moi, par exemple, qui m'intéresse du parallélisme, j'ai trouvé plein de sessions qui traitaient du parallélisme, allant de la capacité de gérer par des technologies qu'on appelle agents en C++ ou maintenant en .NET avec Axiom, ou des technologies avec Direct Compute dans DirectX 11 qui permet d'attaquer la GPU pour du calcul. Donc il y a à mes yeux les keynotes qui donnaient des grands thèmes et puis beaucoup de sessions où tout le monde pouvait trouver ce qu'il cherchait dans Visual Studio ou dans la nouvelle version qui est Windows 7. Donc il y a à mes yeux il y a des rubis là à découvrir là. Oui, il y a des tas de petites choses qui à mon avis n'ont pas eu le temps d'être présentées dans les keynotes et qui sont tout à fait pertinentes, hein. Il y a pas de doute là-dessus. Les keynotes, c'est un aspect marketing aussi, on s'entend. C'est les messages que la grande maison décide de mettre en avant et on les comprend. Un lancement comme Azure, c'est quelque chose d'exceptionnel, ça n'arrive pas tout le temps. Il faut que tout le monde comprenne bien à quoi ça sert. Là, il y a eu un grand effort auprès des développeurs puisque finalement on a eu 2 fois la présentation d'Azure. Alors je rejoins Grégory, l'année dernière et la version d'aujourd'hui a quelque peu évolué, mais quelque part maintenant que il y a eu cette présentation au public des développeurs, il y aura sans doute des présentations plus managers, plus décideurs, de manière à ce qu'ils puissent envisager l'usage d'Azure dans leur stratégie de business. Mais si les développeurs sont déjà convaincus, ou du moins ont compris comment utiliser avec des scénarios composables entre une base de données locale ou tout déporté, je pense que ça va faciliter, c'est à mon avis l'idée qu'avaient les gens de la PDC, l'adoption d'Azure auprès du grand public. Alors, bien évidemment, on échangeait avec Grégory, une start-up qui désire démarrer très fort avec une offre comme Azure, elle peut immédiatement imaginer d'encaisser des montées en charge très rapides, sans un coût faramineux d'achat de serveurs, etc., ce qui n'était pas possible auparavant. Donc, il y a des vraies opportunités pour même des entreprises de taille moyenne. Alors moi, je travaille plus régulièrement dans une grande entreprise qui est plutôt une banque. Là, on a déjà beaucoup de serveurs, mais ça peut aussi s'imaginer pour alléger la facture. Hein. Donc, Dans un contexte économique où c'est important de couper, où Azure peut répondre à certains besoins. Ce que j'aimerais encore ajouter par rapport à Azure, on a eu la présentation en fait d'une forme de DSL tool orienté architecture qui nous permet de dimensionner en fait nos projets Azure au sein de Visual Studio. Tu te souviens? Oui. Donc, est-ce qu'il y avait un nom de code là-dessus? Je me souviens. Écoute, je vais t'avouer comme ça à chaud. Bruno, éventuellement. Personnellement, je m'en souviens pas, mais mais ça en tout cas, pas. Oui, voilà, effectivement. allez sur mon blog, je l'ai relayé, j'ai mis quelques photos, c'est assez impressionnant, du moins assez impressionnant, en tout cas c'est intéressant de la voir. Donc directement, en tout cas en démo, il faudra jouer avec pour voir qu'est-ce qui se trouve réellement derrière. Et quel impact cela donne sur la fonctionnalité et sur le déroulement des scénarios. Ça c'est déjà le premier point. Le second point, moi qui m'a étonné, mais de manière positive, puisque c'est une équipe que j'ai montée au sein de notre société, je veux dire au sein de Wigwam, qui est la partie en fait SharePoint, qui s'est clairement invitée sur la PDC. Et de manière très intéressante, si tu te souviens, dans le SharePoint keynote, qui avait eu son heure de gloire il y a à peu près un mois, le lancement de la version bêta. Ouais, il y avait le lancement 2010. en fait à Las Vegas. Ouais. Tout à fait, c'était la SharePoint conférence en fait développeur.
où on avait 2 représentants de notre équipe avec en fait Renaud Comte et Christian Gardy qui étaient présents là-bas pour voir un peu comme une PDC en définitive. Hein. Je pense que cet événement devient un peu l'événement clé des développeurs ou en tout cas des intégrateurs ou SharePoint. des personnes qui déploient en fait. Qui Mais là, dimensionnent est-ce les projets de type qu'il y SharePoint. a une surabondance de conférences Microsoft? Est-ce que c'est pour ça que la PDC cette année est un peu... Ce qui était intéressant sur SharePoint, juste pour le clôturer, c'est ils apportent en fait une évolution et une facilité en fait du déploiement du debugging en fait des projets sur SharePoint. Ah bah ouais. Et ça, je pense que ça va permettre à beaucoup de développeurs web, .NET en général, puisqu'en définitive... Ben là, au lieu de faire 15 étapes manuelles, tu fais F5. mais plus que ça, c'est qu'ils ont été obligés de mettre Visual Studio sur le serveur. Ouais. C'est juste horrible. Hein. Nous, en interne, on a une personne qui est Renaud, qui a créé des outils de packaging pour aider en fait. Hein. Et on est sur pas mal de beaux projets au niveau de SharePoint et c'est juste trop galère. Tu perds un temps énorme quand j'ai vu ça. Waouh, en fait, et je me suis dit, ça, ce sera vraiment pas mal, quoi. Je reviens à ma question. Est-ce que il y a la surabondance de conférences Microsoft fait en sorte que la PDC cette année est un peu moins intéressante? Pour un Européen, c'était un peu compliqué parce que on avait le TechEd européen la semaine précédente. Ah oui. Oui, tout à fait. Il y a eu la semaine dernière, juste avant la PDC, le TechEd européen à Berlin. Pour les gens, et je pense que c'est votre cas, qui ont accès au TechEd Online, on a pu observer les sessions qui ont été jouées au TechEd. Il n'y a pas tellement de différence, du moins sur le sujet qui m'intéresse, entre ce qui a été présenté au TechEd et ce qu'on a vu à la PDC. Ouais. Donc, est-ce que ça signifie, est-ce qu'on a un nivellement par le bas de la PDC ou est-ce qu'on a un nivellement par le haut du Non, je du pense TechEd, simplement c'est que le TechEd US a lieu en mai, un truc comme ça. Maintenant, nous, ça a longtemps été juillet, c'est devenu octobre. Du coup, comme la PDC était cette semaine et que il n'y avait pas un événement majeur, en gros, Visual Studio 10, tout le monde était au courant. C'était l'année dernière qu'il a été annoncé. Les sessions qui traitaient de Visual Studio 10, naturellement, elles étaient au TechEd Europe à peu près au même niveau. Ouais, absolument. Messieurs, peut-être en conclusion, est-ce que vous avez un coup de cœur ou c'est bon, après, n'oublions pas quand même une chose qui est importante du moins qui est importante. Je sais pas si c'est le plus important. C'est pas forcément le plus important, mais qui est quand même fun. C'est qu'on s'est tous fait offrir quand même un beau portable par nos amis de Microsoft et qui est quand même pas mal puisqu'il est en fait c'est une forme de netbook amélioré. Ouais, un convertible Donc, qui est bien dimensionné avec du dual touch. Waouh, je veux dire quand même en temps de crise, faut quand même le faire, quoi. Ouais, il faut comprendre qu'on n'avait pas de petit déjeuner. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui ont été coupées, je pense, pour nous offrir ce merveilleux petit cadeau. Oui, mais ils ont bien joué parce que ça a eu quand même un effet émotionnel dans la salle très très important. Tout à fait. Et donc ça a un peu fait oublier les petites restrictions qu'on a pu voir. Par exemple, auparavant, on pouvait voir de dehors les sessions qui étaient dans la salle. Cette année, il n'y avait pas d'écran à l'extérieur. Et à l'extérieur du centre de convention, il y avait des affiches immenses. Exactement, il n'y avait pas d'affiches. Là, rien. On se demandait si on était à la bonne place. Là. Puis aucune partie. Non. Je veux dire, ce genre de choses, très très peu. Bon, après, on n'oublie pas une chose, c'est qu'une PDC je pense que quand on voit le rythme en fait qu'on peut avoir au travers d'une PDC, surtout quand il y a des keynotes qui sont un peu riches, ou en tout cas qui ont une information qui demande à être traitée pour pouvoir être relayée de manière plus ou moins intelligente en ligne, demande de l'énergie. Et après, une PDC, c'est également et surtout en fait du réseau. C'est là où tu as l'occasion de rencontrer les équipes produits. Moi, une PDC, je vais accepter de ne pas aller ou peu aller aux sessions pour rencontrer les gens. T'as un excellent point parce que toutes les sessions sont disponibles en mode streaming en ligne. Donc, et même à la rigueur, tu vas être mieux derrière ta machine, au calme, chez toi, dans ton fauteuil, à regarder une session au lieu de regarder des avec une bonne bière belge à la télé, avec une bonne bière belge. Où en définitive, tu pourras te rejouer les éléments que tu as un peu moins compris et c'est beaucoup plus intéressant. Et par contre, tu es ici, je vois bien avec Guillaume, on a passé beaucoup plus de temps en réunion off
c'est-à-dire avec des réunions où on était invité à gauche à droite, donc directement par les équipes corp, et voir carrément sur les stands, en fait, tu as les univers qui ont été créés dans le hall en fait d'exposition où tu as également les partenaires, et c'est le moment où il faut aller rencontrer les responsables produits, les évangélistes, les personnes qui vont travailler au niveau corp principalement sur les technologies qui t'intéressent. C'est drôle parce que je pense ce matin en me dirigeant vers le centre de congrès, je croisais deux personnes qui sortaient c'était durant la journée. Et ce qu'ils disaient, c'était la carte d'affaires qu'il y avait eu, en fait, le contact chez Microsoft. Ce qu'ils disaient entre eux, c'est juste ça. Ça valait le déplacement de deux personnes pour en 3 jours, tu vas rentabiliser, je veux dire carrément ta PDC. Alors que si tu essayes de fonctionner par la hiérarchie traditionnelle depuis la sub où tu te trouves, c'est impossible. C'est limite impossible. C'est impossible. Ouais. Donc, si je reviens à ma question, coup de cœur, c'est le portatif, l'ordinateur? Non, bien sûr que non. Non, bah moi en fait avant de partir à la PDC, j'ai contacté les personnes les plus exposées, on va dire, des équipes parallèles. Donc Stephen Toub sur la partie .net, Rick Molloy sur la partie C++, en leur proposant de les interviewer pendant la PDC. Et c'est donc ce que j'ai fait hier. J'ai interviewé Stephen Toub et Rick Molloy. L'objectif étant naturellement de mettre des sous-titres parce que je veux que ça se soit sur le blog développement parallèle que j'ai avec Microsoft, de manière à ce que les gens qui pratiquent le parallèle aient l'opportunité d'avoir l'avis des créateurs des offres parallèles de chez Microsoft. Donc pour moi, effectivement, la PDC, comme le disait Grégory, c'est avant tout le moyen de rencontrer les gens de la corp pour avoir un contact physique, pour échanger. Et ça, on peut pas forcément le faire au Tech Ed. Absolument. Messieurs, je vous remercie énormément. Ça a été très intéressant. Peut-être à la prochaine conférence en 2010. Il n'y a pas eu d'annonce de prochaine PDC. Hein. Non, il n'y a pas eu d'annonce là. Voilà. Alors, merci bien. Merci à toi, Guy. Merci, au revoir. Visual Studio Talk Show.